Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. J'espère que la semaine se déroule bien et que bientôt vous allez rentrer dans le week-end pour pouvoir vous réénergiser comme d'habitude et pouvoir préparer la prochaine semaine avec beaucoup de détermination et beaucoup aussi de nouveaux projets, hein, de nouveaux objectifs à atteindre pour pouvoir mieux investir ne serait-ce que votre temps. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi de partager un sujet avec vous. Pourquoi? Parce qu'effectivement, selon les derniers événements en Afrique et selon les derniers événements dans le monde aussi, on peut bien se poser la question pour des pays qui ont vraiment, pour des continents qui ont vraiment à cœur de se développer, on peut se poser la question, par exemple, si on parle de l'Afrique, est-ce qu'il faut miser sur un panafricanisme politique ou il faut miser sur un panafricanisme économique? Avant de développer ce sujet, j'aimerais quand même d'abord prendre deux exemples. Premièrement, la Chine. La Chine qui, l'histoire nous enseigne, nous apprend qu'effectivement, à un moment donné de leur évolution, les Chinois se sont fermés sur eux-mêmes, se sont barricadés sur eux-mêmes. Question d'abord de se protéger contre les influences extérieures et de vraiment consolider ce qu'il y avait à l'intérieur, la culture, l'esprit, la façon de penser, la vision et tout. La Chine s'est fermée et on peut constater facilement que dans un état comme celui-là, où un pays se ferme sur soi-même, c'est parce que ce pays a des choses à apprendre à ses citoyens, ce pays a des choses à apporter à ses citoyens avant de pouvoir aller s'attaquer à d'autres domaines. Et on peut voir aussi que dans l'évolution de la Chine, avec cette fermeture sur elle-même, plus tard, on s'est bien rendu compte que la Chine est devenue vraiment le berceau industriel du monde entier. Parce que tout ce qui nous environne aujourd'hui a quelque peu ou bien pour la plupart ou bien à certains moments une petite senteur, une petite saveur chinoise. D'ailleurs, je vous mets au défi, vous qui m'écoutez présentement, d'aller regarder les items que vous portez sur vous, en haut, en bas et même dans les pieds, sur les pieds, les chaussures. Regardez, vous allez certainement voir qu'il y a au moins un de ces items qui porte l'emblème Made in China. Pourquoi? Parce que avec cette fermeture, avec ce conditionnement des mentalités, de la mentalité chinoise, du cerveau chinois, ils sont arrivés à donner le maximum de leur énergie dans l'industrie. Alors aujourd'hui, ils sont meilleurs partout, ils sont meilleurs dans tout ce que la planète peut faire. Ils détiennent même à certains niveaux l'exclusivité sur certaines technologies que le monde encore ne possède pas et n'exploite même pas encore. Alors, si on peut regarder du côté africain, parlant de panafricanisme politique, est-ce que l'Afrique devrait se fermer sur elle-même? Question. Et si on parle du panafricanisme économique, est-ce que l'Afrique devrait couper la barrière avec tout ce qui vient de l'extérieur, sans toutefois nommer le lieu de provenance, mais de l'extérieur, et se concentrer sur le développement des technologies et des mécanismes industriels dont elle a vraiment besoin? Ça, c'est la question qu'on se pose. Le deuxième exemple que j'aimerais aborder ici, avant vraiment de rentrer dans le vif du sujet avec le panafricanisme politique ou le panafricanisme économique en ce qui concerne l'Afrique, je prendrais par exemple les États-Unis. Vous entendez souvent dire aux États-Unis le rêve américain. Pourquoi le rêve américain? Le rêve américain, vraisemblablement parce que aux États-Unis, tout est presque possible. Tout est presque possible. L'expression d'aller de zéro à héros est bien visible aux États-Unis lorsqu'on regarde effectivement la progression non simplement du pays, mais la progression aussi des acteurs, que ce soit en politique ou dans l'industrie, qui gouvernent, qui tiennent les ficelles aujourd'hui des États-Unis. Oui, évidemment. On a même parfois l'impression que la vie, la force économique des États-Unis est celle-là même qui dicte la politique américaine. D'ailleurs, vous allez le voir d'ici le mois de novembre avec la campagne présidentielle qui bat son plein aux États-Unis.
les candidats qui veulent ramener vers eux, qui veulent rapprocher vers eux, bien évidemment, des acteurs importants de l'industrie, de l'économie, pour pouvoir faire un grand poids au niveau de l'électorat. On peut voir que dans les années passées, il y a eu vraiment une signification de cette façon de faire pour les élections américaines. La question persiste. Est-ce que l'Amérique a misé d'abord sur l'économie pour pouvoir consolider ou dicter, imprimer sa politique, ses politiques vis-à-vis du monde extérieur? De toutes les façons, on peut voir que la Chine, qui a d'abord mis en avant la politique, est aujourd'hui champion dans le domaine de l'économie. On peut voir que les États-Unis aussi, qui ont mis en avant l'économie, on peut le voir, on peut le dire au début, ont maintenant une visibilité politique qui devient en fait une attraction mondiale à chaque fois qu'il y a des élections américaines aux États-Unis. En ce qui concerne l'Afrique, que dire? Que dire? Lorsqu'on se rend compte qu'au Nigeria, Dangote, l'un des hommes les plus riches d'Afrique, a eu beaucoup de difficultés ces derniers temps avec les autorités de son pays. La vraie question se pose encore. Panafricanisme économique ou panafricanisme politique? Est-ce que la politique, est-ce que les politiciens, est-ce que la politique africaine aide, soutient l'économie africaine? Est-ce que la politique africaine peut permettre à l'Afrique d'être crainte en donnant une direction solide et puissante à sa vie économique? Ou bien, est-ce que l'économie, les acteurs de la vie économique en Afrique peuvent orienter des politiques africaines de manière à ce que nous ayons un continent et des pays florissants sur le plan économique et même attractifs sur le plan politique? Nous avons vu, par exemple, des acteurs du panafricanisme politique. On peut voir aujourd'hui au niveau de l'AES, on peut voir que les militaires sont au pouvoir. Et les militaires, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils veulent absolument couper les ponts avec le passé. Ils veulent et ils disent qu'ils sont prêts aujourd'hui à se tenir sur le plan politique, à faire valoir leurs besoins, à donner une direction et à collaborer, à coopérer avec qui est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils veulent, quand est-ce qu'ils veulent et comme est-ce qu'ils veulent. En fait, c'est une affirmation sur le plan politique. Oui, s'ils ont aujourd'hui pris la dominance sur le plan politique, on peut le voir par exemple dans les pays de l'AES, le Burkina Faso, la Guinée et puis aussi le Mali. On peut aussi se rendre compte très facilement qu'il y a bien d'autres acteurs qui essayent de se distinguer en n'étant pas des pays mais en étant des personnes, des personnalités qui essaient de pousser de l'avant ce panafricanisme politique. Je nommerai par exemple un des illustres d'entre eux que nous connaissons tous, Kémy Séba, qui se bat, qui s'est battu et qui continue à se battre pour que sur le plan politique, l'Afrique soit reconnue. Il y a un élément de son combat qui a toujours attiré l'attention, c'est de savoir est-ce qu'il faut abolir, est-ce qu'il faut éradiquer le franc CFA, la monnaie des colonies françaises. Est-ce qu'il faut le faire? Ça a été c'est un élément important de son combat. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'il faut miser sur le panafricanisme politique pour pouvoir permettre à l'Afrique de se développer et notamment sur le plan économique? Mais ailleurs, on a aussi des acteurs similaires à Kémy Séba sur le plan économique. On a par exemple, d'ailleurs avant de passer sur les confrères ou les consoeurs sur le plan économique, j'aimerais quand même noter la présence de d'autres personnes qui se battent comme lui. J'ai cité les dirigeants des pays de l'AES aujourd'hui. Kémy Séba, vous les connaissez tous, ils sont là, ils s'affirment, ils veulent vraiment se manifester de la plus belle des manières. On a aussi la communauté civile, la population civile qui fait émerger aussi des grands acteurs que nous connaissons aujourd'hui dans plusieurs pays. Par exemple, on peut citer le Cameroun avec
l'homme de droit, le pape du droit, on a l'habitude de dire, Monsieur Maurice Kamto, qui essaye aussi de s'imposer, de laisser sa marque sur le plan politique, dans le contexte du panafricanisme politique. Mais si on se manifeste dans le contexte du panafricanisme politique, mais ça ne veut dire pas qu'on ignore le côté du panafricanisme économique, parce que bien évidemment, la politique parfois peut servir à imprimer, à donner un rythme, à donner un sang nouveau à la vie économique d'un pays. Alors, quand on se tourne vers des acteurs que je dirais ici du panafricanisme économique en Afrique, on peut par exemple voir Dangote dont on a parlé récemment. Dangote qui s'est battu, qui est un homme riche, qui aujourd'hui a plusieurs industries qui fonctionnent dans plusieurs pays, qui ne lésigne pas lorsqu'il faut investir. Et je pense qu'il investit justement, tout comme à l'égard de ceux-là qui, sur le plan politique, investissent justement leur temps, investissent justement leurs relations, leur carnet d'adresse, investissent justement tout ce qui peut les aider à pouvoir faire des choses extraordinaires. Alors, on a ce richissime homme Dangote qui nous vient du Nigeria. On a bien d'autres personnes qui l'accompagnent. On a par exemple Paul Fokam Kamonier. On a aussi des personnes qui ont vraiment imprimé leur marque en Afrique. Et je pense surtout à M. Gervais Djondo qui a fait quelque chose d'exceptionnel en créant une des toutes premières banques africaines, EcoBank, et aussi une des compagnies aériennes les plus puissantes en Afrique aujourd'hui, Sky, que vous connaissez tous. Voilà des acteurs qui manifestent un panafricanisme économique. Alors, ces acteurs ont besoin du soutien, de la protection des acteurs qui excellent dans le contexte du panafricanisme politique. Ma vraie question pour toi maintenant, toi qui m'écoutes, où est-ce que l'Afrique devrait miser selon toi? L'Afrique devrait miser sur le panafricanisme économique ou bien l'Afrique devrait miser sur le panafricanisme politique? De toutes les façons, je crois que l'un entraîne l'autre, peu importe là où on commence, mais je peux penser que entre les deux, il doit avoir une union forte, une union puissante, comme on a vu en Chine, comme on a vu aux États-Unis, pour donner à l'Afrique ce visage que l'Afrique recherche, cette force que l'Afrique recherche, cette détermination que l'Afrique veut imprimer. Et je crois que ton combat, ta pierre dans cet édifice, dans la construction de ce grand édifice est important. Tu dois contribuer, je ne sais pas de quelle manière. Il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu te poses des questions, il faut que tu partages. Alors ma question pour toi, c'est panafricanisme politique ou panafricanisme économique? Je peux dire que les acteurs de la vie économique qui font quelque chose de fantastique aujourd'hui dans le domaine de la high-tech, à l'instar du docteur Séverin Kezo qui a créé la toute première super app au monde, il apporte une solution efficace à l'Afrique et aux Africains. Il apporte un outil puissant à l'Afrique et aux Africains et règle du coup tous les problèmes de souveraineté sur le plan politique, de souveraineté sur le plan économique et aussi règle de manière efficace aussi le problème de la monnaie. Bien évidemment, la monnaie. Les Africains ont besoin d'une monnaie qui les ressemble, d'une monnaie qui respecte leur culture, d'une monnaie qui en fait transpire ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent faire. Et c'est vers là, évidemment, qu'on se tourne. Ma question pour toi, panafricanisme politique ou panafricanisme économique? Tes commentaires en bas. Si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne Investir, justement, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification et de t'abonner, surtout pour ne manquer aucun contenu. Je suis le Willy, je t'aime. À la prochaine.